أهلا السلام. بربي je suis sur ma lancée. خلينا نكمل على خاطر je vais pas toujours être disponible. خلينا نكمل لكم هذه la page sur les conquêtes ouest africaines. Et je dois vous citer un personnage extraordinaire, essentiel pour la culture, pour tout ce que vous voulez, c'est Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, quand il parle de cette période de 1135-1280, il la nomme comme celle des rivalités entre pouvoirs étrangers. Alors je cite une traduction d'Ibn Khaldoun. Elle passait sous tutelle tantôt des musulmans, tantôt des chrétiens, jusqu'à ce qu'elle fût prise par les mouahidines, avant que les chrétiens ne la reprennent en 688 de l'Hégire, soit 1288, et ils fondent la forteresse de Qachil. Donc là, il parle de Djerba, Ibn Khaldoun parle de Djerba, et quand il évoque la forteresse de Qachil, c'est la prononciation de l'époque, en fait, il ne s'agit pas de la forteresse que l'on connaît au Hamtoussour, mais il s'agit plutôt celle de Burj Qastel, donc Qastel Qashtel, ça se ressemble. Donc on parle de la forteresse de Qashtel et c'est plus la forteresse de Burj Qastel située Bir el-Ouidienne pour le contrôle du golfe de Gabès. Alors, donc vous savez que cette période elle est extrêmement tourmentée avant l'avènement des invasions, des conquêtes étrangères. Le pays n'est pas uni. Les Frikiya, il n'y a pas de pouvoir unitaire, il n'y a pas de frontières définies. Les clans, les cités sont autonomes, soucieuses, jalouses de leur pouvoir. Et donc, cette situation de fragmentation ou de fractionnement, en fait, elle ouvre le flanc aux conquêtes étrangères. La désorganisation ouvre le flanc donc aux violations de l'extérieur. L'affaiblissement des Zirides et des Hamédites devait voir venir de nouveaux conquérants venus par la mer et les Berbères venus par l'ouest. Donc avant d'en arriver là, vous savez qu'au sud, on a connu le déferlement des Hilaliens, des nomades Hilaliens, qui s'abattent sur les Frikiya de l'an 1040 à l'an 1147. Ils ne sont arrêtés qu'à Sétif en 1153. Mais bon, vous savez que les Hilaliens, ils foncent, ils détruisent, ils pillent, ils ne sont pas capables de gérer, ils partent. C'est des anarchistes quelque part. Alors, depuis le nord, on voit de nouveaux conquérants, ceux des Normands. Les Normands viennent par la mer, et eux aussi, c'est pareil. Ils pillent, ils rançonnent. Il y a un épisode que j'ai oublié de vous citer dans les pages précédentes, c'est la prise de Mehdiya en l'an 1087. En l'an 1087, dans laquelle il y a une coalition d'États pontificaux qui prend Mehdiya et quelque chose de nouveau. Vous savez, les Hilaliens, ils viennent, ils envahissent, ils prennent ce qu'il y a. À Dhamma, ils sont venus et ils ont demandé 100 000 pièces d'or. 100 000 pièces d'or. Vous nous donnez 100 000 pièces d'or et on s'en va. Et on vous massacre pas et on vous laisse votre vie. Et donc, tout le pouvoir de Mehdiya a été de se procurer ces 100 000 pièces d'or. Je me souviens plus du montant exact. Et en fait, cet argent aurait servi à la construction de la cathédrale de Pise. Voilà, bon, j'ai oublié de vous parler de cet épisode assez pittoresque. Bon, je reviens aux conquérants normands. Les Normands, eux, c'est des sauvages. Ils viennent, ils envahissent, ils détruisent, ils partent, ils ne gèrent pas. Il n'y a pas d'ambition de conquête, voilà, de colonie, voilà, hajaka. Et maintenant, nous viennent des conquérants de l'Ouest. Alors, de l'Ouest, nous viennent ce qu'on appelle en français les Moravides, les Moravides. Moravides بالعربي c'est المرابطون ولا المرابطين. La bonne traduction c'est rattachistes, les rattachistes, yarbat Morabitoun. Alors, les Morabitoun sont des gens du Ribat,
volontaires du rattachement. Ils sont de rite malékite. Leur mouvement nous vient de l'Adrar. L'Adrar, donc, c'est la Mauritanie. Et ils sont remontés. Alors, les Moravides ou les Morabitoun, l'Arbi, sont arrivés en Tunisie, mais ils n'ont pas pris pied. Donc, ils sont arrivés jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'en Espagne. On dit que c'est l'empire des deux rives. Mais en Afrique du Nord, ils ont fait des escarmouches, des tentatives de pouvoir, mais ça n'a pas été durable, même si il y a eu un épisode quand même assez fort des Moravides. Voilà. Donc ils sont connus, c'est quand même un grand empire qui régna sur les deux rives d'un ensemble allant de l'ouest nord-africain, Maroc-Mauritanie, à l'Espagne andalouse. Ils ont conquis l'empire du Ghana avec Aoudaghost en 1054. Ils ont pris la capitale de Koumbi Saleh, 1076, l'émirat de Berghouta, marcheront sur Fès, Tlemcen, Alger, Tolède et feront de Marrakech leur capitale en 1086. Leur limite s'arrête au bord du pouvoir zérite et hamédite, malgré la tentative d'y imposer leur prince. Voilà. Alors, l'empire des Moravides est décentralisé, avec des zones de commandement. Cependant, la puissance est en déliquescence, car elle se décharge des pouvoirs civils et régaliens d'État. L'empire se décompresse au Ghana, dans l'ouest africain, dans la péninsule arabique, en Afrique du Nord, avec la résistance des Hamédites et l'avènement des Moades. Alors, les Marocains, eux, considèrent les Almoravides comme les fondateurs ou leurs ancêtres dans le pouvoir. Alors, succèdent aux Moravides les Moades. Les Moades, بالعربي الموحدين. Alors, la bonne traduction de Mouahidine, c'est les unionistes. Les unionistes, ce sont des réformateurs. Ils ne sont pas malékites, ils sont plutôt chiites. Leur mouvement est fondé par les tribus masmoudiennes de l'Haut-Atlas, dans l'actuel Haut-Maroc. Ils suivent un idéologue qui donne lecture orthodoxe du Coran, qui revient à une tradition chiite, proclamant du Mahdi, disciple d'Abou Mu'min. Voilà. Alors, les Moades, ou les Mouahidines, ont une idée nationale qui est nouvelle pour l'époque. C'est l'idée d'une unité. En 1206, le calife Moades Nasser entre dans la ville de Tunis, qui a été abandonnée par sa population. Donc, c'est vrai que là, j'aurais pu vous donner plus de détails. C'est que les villes sont souvent assaillies par des concurrents étrangers. Et quand on voit arriver les Moades en 1206, la population a appris à fuir carrément. Si on n'est pas capable de tenir le siège, Jabed. Voilà. Alors, la gouvernance est confiée à Abu Hafs al-Hantati. Alors, Abu Hafs al-Hantati est le descendant d'Abu Zakaria Hafs. Alors, Abu Hafs al-Hantati, là je vais devoir vous parler de la dynastie Hafside. Abu Hafs al-Hantati, donc, c'est un ancien gouverneur en Espagne qui est nommé par les Mouahidines comme gouverneur à Tunis et qui va prendre son indépendance puisque le pouvoir est décentralisé et qui va créer donc une dynastie Hafside. Bon, je reviendrai plus tard sur celui-là, mais c'est intéressant. Je vais plutôt vous parler d'autres envahisseurs, ce sont les Mérinides. Les Mérinides sont les descendants d'un lieutenant Mérine qui renverse le pouvoir à Marrakech. Donc c'est le pouvoir des Moravides à Marrakech, il le renverse et il essaye de faire survivre un nouveau royaume, mais ce royaume est morcelé entre Fès et Meknès, qui essayent d'avoir des souverainetés aussi en Afrique du Nord, mais le pouvoir n'est pas autonome. Et donc les Mérinides intriguent constamment contre le pouvoir hafside de Tunis. Ils se sont ralliés l'île de Djerba. Alors, dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de l'île de Djerba, qui cherche toujours à avoir des alliances
mais toujours avoir des alliances dans le but d'être indépendantes. Hein. Et donc, ils ont accepté les Mouahidines pour s'opposer aux Zérides, mais à partir du moment où les Mouahidines prennent du pouvoir, ils s'allient aux Mérinides pour s'opposer aux Hafsides. Donc, vous voyez, les Djerbiens sont toujours dans la stratégie pour préserver leur indépendance. Alors, je dois quand même vous dire un mot sur les Mouahidines, donc les unionistes. Un certain Abdelwahid ibn Hafs est nommé gouverneur de Tunis, dont les descendants dresseront une indépendance de dynastie qui régnera sur la Berbérie orientale pendant 300 ans. C'est la dynastie Hafside. Alors, Ibn Hafs, les contemporains de son époque essayent de lui donner une descendance mahométane. C'est important de le raccrocher au prophète. Et Hafs, et donc, il serait le descendant de Omar ibn al-Khattab. Alors, il se dit yéménite. Donc, Abu Hafs se dit, voilà, ces chronologues de l'époque le disent yéménite, descendant de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, c'est le père de Hafsa. Hafsa. Et qui est Hafsa? Hafsa, c'est la 4e épouse du prophète. Donc, on essaie de raccrocher au souverain marocain, dirait-on, qui va régner sur Tunis et qui va ouvrir une dynastie hafside, on va lui donner une origine mahométane, une origine noble. On ne va jamais dire que c'est un Marocain, c'est un berbère, c'est un militaire. Non. Il faut dire qu'il est le descendant de Omar ibn al-Khattab, et donc c'est une noblesse très importante. Donc il peut régner sur la ville de Tunis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que qui est Hafsa? Hafsa, c'est la 4e épouse du prophète, qui était, paraît-il, très... je ne sais pas si c'est de la moquerie, mais c'est vrai là où ce que je vous raconte. Il paraît qu'elle était moche. Et comme elle était moche, personne ne voulait l'épouser, mais dans sa générosité et dans sa bonté, le prophète l'a épousée. Donc il a épousé Hafsa et il en a fait sa 4e épouse, mais elle lui a fait tellement de problèmes il a failli ça y est, قداش مرة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم c'est un homme bon, donc قعد معاها, il a supporté, etc. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est pour l'anecdote. Donc Ibn Hafs, et alors on a un propos intéressant de Ibn Khaldoun, excellent, Inch'Allah je le retrouve, voilà. Ibn Khaldoun rapporte dans Histoire des Berbères que les généalogistes de son époque voulaient lui souscrire une descendance mahométane à laquelle, donc Abdelwahid ibn Hafs répond: nous gagnons nos faveurs d'ici-bas par nos actions et non pas par notre descendance. Quant à nos faveurs dans l'au-delà, seul Dieu sait. Donc c'est une traduction de propos de propos de Ibn Khaldoun, rapporté dans Histoire des Berbères, 1856, un livre qui a été édité en Algérie, Alger, enfin c'est la source historique. Donc vous voyez, bon, le personnage, il est quand même plus haut que ce qu'en disent les généalogistes. Les généalogistes disent, oui, c'est un Yéménite, descendant de Omar ibn Khattab, fille de la moche qui a eu l'honneur d'être épousée par le prophète, et lui, il restaure quand même la vérité. Il dit, peu importe d'où on vient, on ne doit pas se référer à... Voilà. Voilà, c'est une page brève aujourd'hui. Bon, j'aurais pu vous en dire plus, hein. Mais je voudrais juste terminer cette page, parce que la prochaine fois, quand je vais reprendre comment dire, la page historique, je vous parlerai des croisades. Allez, salam alaikum.